Car si elle se présente comme avec cet idéal d'affranchissement naturaliste, il suffit de lire les auteurs majeurs, je veux dire aussi bien ceux qui ont, pour s'exprimer là-dessus, les voix les plus accentuées dans le sens du libertinage, voire de l'érotisme, pour nous apercevoir de ce que comporte, dans cette expérience de l'homme du plaisir, quelque chose qui met une note de défi, une sorte d'ordalie proposée à ce qui reste le terme, réduit mais certainement fixe, de cette articulation de l'homme du plaisir qui n'est autre que le terme divin. Dieu, comme auteur de la nature, est sommé de rendre compte des plus extrêmes anomalies dont le marquis de Sade, Mirabeau, Diderot, ou aussi bien tel autre, nous propose l'expérience, l'existence. Et ce terme même de défi, de sommation, d'ordalie, est bien évidemment quelque chose qui ne devait pas permettre d'autre sortie que celle qui s'est trouvée effectivement réalisée dans l'histoire. Que celui qui se soumet en somme à l'ordalie en retrouve au dernier terme les prémices, à savoir l'autre devant lequel cette ordalie se présente, le juge, en fin de compte, de la dite ordalie, c'est bien quelque chose qui donne son ton propre à cette littérature dans laquelle se présente pour nous une dimension peut-être jamais retrouvée, inégalable, de l'érotique. Assurément, ce que l'analyse garde d'affinité, de parenté, de racine dans une certaine expérience, est quelque chose que nous devons, au cours de notre investigation, proposer à notre propre jugement. En fait, nous touchons là, et c'est une direction qui a été peu explorée dans l'analyse dans sa direction générale. Il semble qu'à partir du coup de sonde, du flash que l'expérience freudienne a jeté sur les origines du désir, sur le caractère de perversion polymorphe du désir dans ses formes infantiles, il semble qu'en fin de compte un mouvement, une sorte de pente générale à réduire ces origines paradoxales du désir, à en montrer la convergence vers une fin d'harmonie et quelque chose qui caractérise dans l'ensemble le progrès de la réflexion analytique et nous permet de poser la question de savoir si en fin de compte le progrès théorique de l'analyse ne convergerait pas vers ce que nous pourrions appeler un moralisme plus compréhensif que tout autre de ceux qui jusqu'à présent ont existé, vers une fin en quelque sorte d'apaiser la culpabilité. Encore que nous en sachions par notre expérience pratique les difficultés et les obstacles, voire les réactions qu'une telle entreprise entraîne. Un apprivoisement, si l'on peut dire, de la jouissance perverse qui ressortirait d'une sorte de démonstration de son universalité d'une part et d'autre part de sa fonction. Sans doute, le terme de partiel indiqué pour désigner la pulsion perverse est là ce qui en l'occasion prend tout son poids. Et nous savons déjà que l'année dernière nous avons tourné autour de ce terme de pulsion partielle. Une partie de notre réflexion portait sur l'approfondissement que l'analyse donne à la fonction du désir. Bref, sur la finalité profonde de cette diversité, pourtant si remarquable, qui donne son prix à l'investigation
au catalogue que l'analyse nous permet de dresser des tendances humaines. Ici, quelque chose déjà nous fait nous poser une certaine question qui peut-être ne sera bien perçue par nous dans son véritable relief qu'à comparer, pour mesurer le chemin parcouru, le point où notre vision du terme du désir nous a mis à ce qui, par exemple, s'articule dans l'œuvre, une œuvre à laquelle nous donnerons une place importante dans notre réflexion, d'Aristote, quand il parle de l'éthique. La place du désir, dans quelque chose d'aussi élaboré que se présente cette éthique aristotélicienne, dans un ouvrage qui en donne la forme la plus élaborée, l'éthique à Nicomaque, il y a encore dans son œuvre 2 points où cette éthique s'articule, qui nous montrent à quel point tout un champ du désir est par lui littéralement mis hors du champ de la morale. Il n'y a autour d'un certain type de désir, et vous le verrez quand nous y reviendrons, d'un champ très large, très vaste, il n'y a pas de problème éthique. Ce type de désir dont il nous parle, et il s'agit là de rien moins que des termes mêmes, qui dans le désir sont pour nous les termes promus au premier plan de notre expérience, un très grand champ de ce qui, pour nous, constitue le corps des désirs sexuels, est tout bonnement classé par Aristote dans des anomalies soit monstrueuses, soit bestiales. C'est à proprement parler le terme bestialité dont il se sert à leur propos. Et à propos de ces termes, il n'y a pas de problème. Les problèmes qu'ils posent, et dont je vais vous indiquer plus loin la pointe et l'essence, se situent tout entier ailleurs. Ce qui se passe à ce niveau, à partir du moment où cela se produit, n'est plus de l'ordre d'une évaluation morale. C'est là un point qui a tout son prix. Si d'autre part l'on considère que l'ensemble de la morale d'Aristote n'a point perdu son actualité dans la morale théorique, et mesurer exactement à cet endroit ce que comporte de subversion notre expérience, ce qui pour nous ne peut rendre cette sorte de formulation que surprenante, primitive, paradoxale et à la vérité incompréhensible, mérite d'être mesuré. Mais ceci n'est point ponctuant en route ce que je désire vous montrer ce matin, notre programme. Nous nous trouvons en somme autour de cette question de ce que l'analyse permet de formuler quant à l'origine de la morale. Nous pourrons avoir à mesurer si son apport se réduit à l'élaboration d'une mythologie plus crédible, plus laïque, que celle qui se pose comme révélée d'une mythologie, elle reconstruite, de cette mythologie de totem et tabou qui fait partie de l'expérience du meurtre originel du père et de tout ce qui l'engendre et de ce qui s'enchaîne à elle. C'est cette transformation de l'énergie du désir qui permet de concevoir la genèse de sa répression, du fait en quelque sorte que le désir n'est pas seulement, que la faute n'est pas seulement, dans cette occasion, quelque chose qui s'impose à nous dans son caractère formel, mais qui est aussi ce quelque chose, dont nous avons en somme à nous louer, pour autant qu'il est attaché, ce caractère de felix culpa, à l'engendrement d'une complexité supérieure
grâce à quoi toute la dimension de la civilisation comme telle peut avoir été élaborée. En somme, tout se limite-t-il à cette genèse du surmoi dont l'esquisse s'élabore, se perfectionne, s'approfondit et devient plus complexe à mesure que s'avance l'œuvre de Freud. Cette genèse du surmoi, dont nous verrons qu'elle n'est pas seulement une psychogénèse et une sociogénèse, et qu'à la vérité, il est impossible de l'articuler à nous tenir simplement au registre même des besoins collectifs, que quelque chose s'y impose, dont nous devons distinguer l'instance de la pure et simple nécessité sociale, et qui est à proprement parler ce quelque chose dont j'essaie ici de vous permettre d'individualiser la dimension sous le registre du rapport au signifiant, de la loi du discours, de quelque chose dont nous devons conserver le terme dans son autonomie si nous voulons pouvoir situer d'une façon rigoureuse, correcte, notre expérience. Ici, sans doute, y a-t-il quelque chose dans cette distinction de la culture et de la société qui peut passer pour nouveau, voire divergent, par rapport à ce qui se présente dans un certain type d'enseignement de l'expérience analytique. Disons que cette distinction, cette dimension, dont je suis loin d'être le seul à mettre en faveur l'instance, à indiquer l'accent nécessaire, et quelque chose dont j'espère vous faire toucher du doigt, dans Freud lui-même, le repérage et la dimension comme telle. Et pour mettre tout de suite au premier plan de votre attention l'ouvrage où nous prendrons le problème, je vous désignerai ce Malaise dans la civilisation, ouvrage de 1929, écrit par Freud. Après l'élaboration de sa deuxième topique, après qu'il ait porté au premier plan la notion, si problématique pourtant, d'analyse de l'instinct de mort. Vous y verrez là, formulé en des formules saisissantes, quelque chose qu'il exprime en nous disant qu'en somme, ce qui se passe dans le progrès de la civilisation est quelque chose, la formule est très remarquable, je vous en ferai mesurer le poids et l'incidence dans le texte. Il nous dit que par rapport à l'homme dont il s'agit dans cette occasion, à un tournant de la civilisation, où Freud lui-même et sa réflexion se situent, dont il s'agit de mesurer le malaise, que cela se passe très au-dessus de lui. Nous reviendrons sur la portée de cette formule. Je la crois très suffisamment éclairée par ce par quoi j'essaie de vous montrer l'originalité de la réversion, de la conversion freudienne dans le domaine du rapport de l'homme au logos. Je la crois assez significative pour dès maintenant l'avoir indiquée et pour tout dire, vous prier de prendre connaissance, de faire une relecture de ce malaise dans la civilisation, qui n'est assurément pas dans l'œuvre de Freud quelque chose qui serait comme des notes, ce qu'on permet à un praticien, à un savant, même d'une qualité aussi éminente que celle de Freud, ce qu'on lui permet non sans quelques indulgences, comme excursion dans un domaine de réflexion philosophique, sans lui donner peut-être tout le poids technique qu'on donnerait à une réflexion chez quelqu'un qui se qualifierait lui-même de la classe de philosophie.